Yo, salut les secoueurs de Vomaltine, bienvenue dans la WWE dans la nuit des temps. Aujourd'hui au programme, le Royal Rumble 1990 en direct de Orlando en Floride. Nous sommes devant 16 000 personnes, supposément à guichet fermé. Je doute un petit peu quand même parce que plusieurs fois, enfin même quasiment tout le temps pendant le show, on voit beaucoup de sièges rouges. Donc si on les voit visuellement, c'est qu'il y avait, on n'était pas du tout sold out. Le pay-per-view, lui, il avait été acheté à l'époque 260 000 fois. Alors qu'est-ce qu'on va avoir au programme de ce superbe pay-per-view ? On va avoir le deuxième Royal Rumble match remporté par... Allez, je vous dis rien. On va avoir un match soumission assez stiff, plutôt inhabituel pour la WWE, et un pay-per-view correct, sans plus, qui restera pas dans les annales, mais on a... Comme toujours à cette époque, une foule survoltée qui va vraiment sublimer le main event. Comme d'hab, si vous voulez plus de vidéos, plus de reviews, plus de tout, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que je balance une nouvelle vidéo sur la clinique. Et sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Le premier match, c'est les Rougeaux contre les Bushwhackers. 2 points de suture pour un match qui a duré 14 minutes. Jacques Rougeau est barbu dans ce match, chose suffisamment rare pour être mentionnée. Le match se construit essentiellement sur la hit, la domination de Luke. Et lorsque Butch fait son comeback, il y a du rififi dans tous les sens, il y a même Jimmy Hart qui est impliqué physiquement dans le ring, au milieu des cordes. Et finalement, les Bushwhackers remportent la victoire grâce à leur fameux coup de bélier. Grosse ambiance dans ce match, qui était, 2 points de suture, grosse ambiance pour les faces surtout, et pas tellement de heel hit, donc de public qui va siffler les méchants. Voilà, c'était un petit peu une distinction qu'on va moins remarquer dans la bataille royale. Ce que j'aime bien à cette époque, c'est que les catcheurs qui catchent en single ou en équipe ne catchent pas dans la bataille royale, parce qu'effectivement, le catch, c'est sérieux, il faut se concentrer sur une seule chose, on peut pas courir plusieurs lièvres à la fois, donc si on catch en single ou en tag, on peut pas faire le Rumble, et inversement. Le Genius contre Brutus le Barber Beefcake, 1 point de suture pour un match de 11 minutes. Genius, c'est le petit frère du Macho Man Randy Savage. C'est le premier pay-per-view pour le Genius. Et là, une fois de plus, la foule est à fond derrière le Babyface, le Beefcake, et pas forcément anti-heel. On a un ref bump à la suite duquel, Beefcake va faire son slipper sur le Genius jusqu'à ce qu'il l'endorme. Et après ça, carrément, il lui coupe les cheveux. Donc, on voit le Genius qui est un peu comme ça, là. Le mec, il est dans tous ses états. Il est pas super conscient, mais il est pas non plus inconscient. Et on voit bien, par contre, parce que là, c'est en gros plan, que le gars... il se laisse faire au maximum pour que l'autre ne fasse pas de conneries, parce qu'il a quand même des ciseaux en main et un accident serait vite arrivé. Mr. Perfect arrive, il intervient pour sauver le Genius, et ce n'est qu'à ce moment-là que la cloche sonne, alors que l'arbitre est toujours au sol, je veux dire. Donc c'est très étonnant. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait sonner la cloche avant, sachant qu'apparemment il y a quelqu'un qui peut faire sonner la cloche sans ordre de l'arbitre, et pourquoi ils la font sonner que maintenant. Donc les deux heels finalement bastonnent la gueule à Brutus Beefcake, et on s'en va donc vers WrestleMania 6, lors duquel nous aurons Mr. Perfect contre Brutus the Barber Beefcake. La review, comme vous le savez, est déjà disponible. Et finalement, quelques instants après, on apprend que la cloche voulait signifier une double disqualification. Voilà, c'est là-dessus que ça se termine. Soit. Ensuite, on a un submission match entre Greg the Hammer Valentine et Rugged Ronnie Garvin. Le match a duré 17 minutes, je lui ai mis 3 points de suture, alors j'aurais pu mettre plus, mais je trouvais que la première moitié, il y avait une espèce de faux rythme, c'était assez étrange. Par contre, la deuxième moitié, elle était vraiment super, elle était très stiff, et c'était une sorte de match qu'on n'a pas l'habitude de voir à la WWE, donc c'était sympa. Greg Valentine, à chaque fois que je le vois en vidéo ou en photo, j'ai l'impression de voir, vous savez, Sandy, la vieille de la compta qui est à côté de la machine à café. Alors dans ce match, le QI de l'humanité est un petit peu mis à mal, ou en tout cas le QI des catcheurs, parce que les gars tentent 300 fois de faire des tombées. Alors, soit par réflexe, on peut faire 1 ou 2 fois un tombé au début du combat pour tout simplement rappeler que, ah non merde, match soumission. Mais là les gars, ils persistent jusqu'à quelques minutes de la fin, ils continuent à faire des tombées. Donc c'est pas la peine, on a compris qu'ils ont compris. Voilà quoi. Valentine fait une figure 4 leg lock sur Garvin, qui a par contre une protection à la jambe, ce qui le protège.
Donc la prise ne fonctionne pas. C'est vrai que cette première moitié de match, peut-être ce qui m'a dérangé, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de tentatives de soumission. Par exemple, Garvin, il faut attendre 10 minutes avant qu'il claque sa première soumission. Donc les débuts, c'était pas que c'était laborieux, mais c'était un petit peu lent et en tout cas c'était tout à fait différent de la deuxième moitié de match où là vraiment progressivement j'étais très investi dans l'action. Au bout d'un moment, Jimmy Hart une fois de plus se fait envoyer dans le ring. Suite à ça, les deux catcheurs qui avaient tous les deux une sorte de protection au genou, au tibia, ont la protection dans la main, ils sont prêts à se frapper et finalement c'est Garvin qui frappe Valentine et il va porter juste après un sharpshooter on va dire horriblement mal exécuté si en général on a en tête ce que portait Bret Hart. Et c'est grâce à ce sharpshooter que Ronnie Garvin obtient la victoire après ce bon match. Moyen au début, très bon à la fin. Ensuite, on a une interview de Mr. Perfect dans les backstage qui dit qu'il s'adresse à Brutus Beefcake et qui lui dit, je cite, « Le Genius est mon ami et maintenant, tu sais ce qui arrive à mes amis lorsqu'ils ont des problèmes. » Ok. Après, on a le Brother Love Show avec Brother Love, évidemment, et Sherri Martel. Sherri dit tout simplement qu'elle n'aime pas les gens pauvres qui n'ont pas vraiment de raffinement, elle aime pas les gens qui sont pas très beaux aussi. Ensuite, c'est Saphir qui arrive. Sherri lui dit qu'elle ne l'aime pas car elle est grosse et pauvre. Alors bonjour le moment CSA. Donc là c'est une bonne petite piscine de chiasse de mauvais goût et en tout cas c'est le setup du match mixte que l'on aura à WrestleMania 6 comme d'hab. Review disponible. Il va y avoir Macho Man Dusty Rhodes pour sauver la situation mais voilà, next. Next, c'est Jim Duggan contre le Big Boss Man, match qui a duré combien ? 10 minutes, je lui ai mis un point de suture et demi seulement. Peut-être que j'étais un chouïa généreux, mais les deux mecs bossent, enfin en tout cas ils essayent de bosser assez dur, et finalement le rendu est un petit peu meilleur que ce qu'on pouvait entre guillemets craindre auparavant. Donc voilà. Mais bon, ça casse pas 3 jambes à un connard. Et la fin arrive lorsque le Big Boss Man se fait disqualifier pour avoir utilisé son bâton de policier, là comme on a, vous savez, sur appel d'urgence au cœur de la BAC du 9-3. Et après, on va enchaîner sur quelque chose de très particulier. Ce truc très particulier, c'est une interview de presque tous les participants du Royal Rumble. Alors, j'ai noté la liste, je vais la lire et vous la balancer. On a l'Ultimate Warrior, Hogan, Honky Tonk Man, Earthquake, Dino Bravo, les Démolitions, donc les deux, Dusty Rhodes, les Rockers, les deux, Hercule, Rick Martel, Tito Santana, Jimmy Snuka, Hakim the Freaking Dream, le Macho Man, la Hart Foundation, les deux, Bad News Brown, les Powers of Pain, les deux, et Jake the Snake Roberts. Franchement, c'était bien là, cet enchaînement interminable d'interviews parce que les mecs, ils sont surchauffés. Par contre, en 2020, ça nous donnerait un truc genre 8 minutes de promo insipide, scripté dans les moindres virgules, et il n'y aurait plus du tout la magie qu'il y avait eu dans ces promos qui, même si elles se ressemblent un petit peu, on voit que les mecs, ils sont chauds et ils sont là pour en découdre, et ils veulent remporter le Rumble. Donc le Rumble, il commence, la foule est méga chaude. En 1989, l'année dernière, eh bien, c'était le premier Royal Rumble de l'histoire. Les gens étaient plutôt dans l'expectative, ils attendaient de voir un peu ce qu'allait donner ce concept novateur. Là en 1990, on a bien compris le concept de l'élimination, les 2 minutes et tout le bordel, et là, la foule est surchauffée. Dans les 15 premières minutes du match, on va avoir Jake Roberts, Ted DiBiase, le Macho Man, Roddy Piper et Bret Hart. À un moment, il y a Piper qui détache Jake Roberts, qui est keblo dans les cordes, là, comme ça, vous savez, comme le faisait souvent André le Géant. Et là, Jesse Ventura fait « Mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ?» Genre, le gars est débile et il ferait mieux de le bastonner ou de l'éliminer. Et là, très intelligemment, Tony Schiavone, qui est à quelques mois de la fin de son contrat, qui allait de WrestleMania 5 à WrestleMania 6, il lui dit « Eh bah oui, mais si le gars il est attaché dans les cordes, tu peux pas l'éliminer. » Quelques instants après, on a, après son arrivée, Dusty Rhodes qui élimine le Macho Man Randy Savage un petit peu de nulle part, et c'est peut-être la plus grosse pop de tout le match avant la victoire finale. Alors les règles sont pas encore super claires, parce qu'à un moment il y a Bad News Brown qui se fait éliminer par Roddy Piper, qui finalement lui aussi l'élimine en lui tirant les cheveux par derrière alors qu'il est collé aux cordes, et à ce moment-là, les commentateurs et la foule aussi, enfin surtout les commentateurs, ils savent pas si Piper est éliminé. Sauf que oui, il est éliminé, on n'est pas obligé d'être éliminé par quelqu'un qui ne fait pas partie officiellement du match. Donc là, Bad News Brown, il est sorti, il est plus dans le combat, mais il peut quand même éliminer quelqu'un, et les deux gars se bastonnent jusqu'au vestiaire, et là, une fois de plus, on build leur match qui aura lieu lors de WrestleMania 6. Petite remarque générale, overness complète de tout le monde. À chaque fois qu'un catcheur arrive dans le Rumble, c'est une ovation, qu'elle soit positive ou négative. Ça change beaucoup avec l'époque actuelle où en fait la hiérarchie des catcheurs au niveau de la carte est souvent proportionnelle à la quantité de réactions qu'ils arrivent à générer de la part du public, vous voyez ce que je veux dire ? Alors qu'à l'époque,
Tout le monde faisait réagir le public, mais on avait des gars qui étaient des stars, d'autres qui n'en étaient pas. Il reste à peu près 20 minutes de match lorsque les Demolition éliminent André le Géant. Et après, coup de tonnerre, on a Earthquake qui élimine Dusty Rhodes pas dans l'anonymat, mais presque. Il faut dire que Earthquake avait débuté il y a à peine 2 mois, il avait débuté à Superstar ou Saturday Night Main Event, je sais plus, le 11 novembre 89. Donc il faut vraiment le cimenter, le pusher à fond, à tel point qu'il va falloir 5 mecs pour finalement pouvoir l'éliminer un petit peu plus tard dans le match. Après 38 minutes de match, Ted DiBiase est toujours présent, l'Ultimate Warrior arrive en numéro 21, et le Warrior, c'est lui qui va éliminer Ted DiBiase après 45 minutes de présence dans le Rumble, une grande performance. Après ça, le Warrior, il est seul au monde avec Haku, Jimmy Snuka, Tito Santana et Rick Martel. Jusqu'à ce que Hogan arrive sous une ovation du public comme vous avez pas idée. Shawn Michaels arrive juste après, il se fait dégager en 20 secondes par le Warrior, et après ça, on dégage tout le monde et on a un duel entre Hogan et le Warrior. La foule exulte, c'est la folie la plus pure. Ils vont nous faire un petit criss-cross, un micmac terminé par une double corde à linge que l'on va retrouver également lors de WrestleMania 6 dans leur match, je veux dire. Ensuite, on a Rick Rude et le Barbare qui arrivent, qui vont tenter de virer le Warrior. Et lorsqu'ils ont le Warrior comme ça, qui pend par-dessus la troisième corde, Hogan arrive par derrière. Il fait une sorte de double clothesline dans le tas, comme ça, un peu à l'aveugle, et c'est uniquement le Warrior qui dégage. Là, c'est un petit peu dommage parce qu'on est sûr que Hogan va gagner. Il reste Hogan, il reste Mr. Perfect et Rick Rude, le Barbare, qui ça d'autre, et Hercule qui arrive un petit peu plus tard. Donc ça aurait été bien de garder le Warrior, ne serait-ce qu'au numéro 3, jusqu'à ce qu'il reste dans le trio, parce qu'à ce moment-là, on pourrait se dire, peut-être que quelqu'un d'autre que Hogan va remporter, mais Hogan est le champion de la WWE, WWF à l'époque, donc il faut qu'il remporte le Rumble, parce que c'est le meilleur, c'est le roi du monde, c'est le roi de l'univers. Il gagne en éliminant Mr. Perfect, sous une ovation du public, et c'est vrai qu'une fois qu'il était tout seul avec Mr. Perfect, il n'y a pas de grande chance qu'il remporte le combat. Et c'est là-dessus que se termine ce bon petit Rumble. Ça a commencé, franchement, c'était la folie. Le premier quart d'heure, c'est la folie. Pour ce qui est du pay-per-view dans sa globalité, regardez le match soumission. Les autres matchs, c'est pas la peine de les regarder, ils ne valent pas grand-chose, ne serait-ce qu'historiquement. Et pour le Rumble, regardez ce que c'était le Rumble il y a 30 ans. Surtout le début, la fin, et de manière générale pour l'ambiance, parce que c'est un bon petit moment. Voilà les amis, j'espère que cette review vous a plu dans la nuit des temps. N'hésitez pas comme d'hab à liker, à commenter, à partager, etc., etc. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses d'actu et aussi pour d'autres épisodes de la WWE dans la nuit des temps. D'ici là, vous savez qu'il ne vous reste que 2 choses à faire, gardez la passion et regardez du catch 24 heures sur 24. Allez, bye bye.